Vous l'aurez sans doute remarqué, en seulement 3 ans, les prix des composants de nos PC se sont littéralement envolés. Autrefois, il était possible de se créer un PC de toutes pièces avec un budget raisonnable, adapté, mais à présent, les choses sont bien plus compliquées. Les cartes graphiques sont hors de prix, les cartes mères dernière génération coûtent parfois plus cher que le processeur lui-même, et certains composants ont des prix hyper variables comme le stockage ou la RAM qui descendent à une vitesse folle, et les alimentations qui ne font que monter. Évidemment, rien n'est jamais vraiment impossible. Il est effectivement possible de se créer un budget, un tarif raisonnable, je ne dirais pas un tarif bas, puisqu'aujourd'hui c'est bel et bien fini d'avoir un PC correct et neuf pour 400 ou 500 €. Il faut faire des choix, des concessions quand même assez embêtantes. Soit se diriger vers des composants d'ancienne génération, ou encore vers le marché de l'occasion. Il y a effectivement toujours moyen de s'en sortir à un prix raisonnable, même si on se rend compte très rapidement que les possibilités sont assez limitées. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on va un petit peu voir comment se porte le marché, les prix dans l'hardware fin 2023. On arrive très rapidement au dernier trimestre de l'année et je sais que c'est dans cette période que la plupart des gens vont bombarder au niveau des achats. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où s'orienter, où acheter, les erreurs à ne pas commettre dans les achats. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, oui, et on va le voir avec PC Part Picker qui ne sponsorise pas cette vidéo puisqu'ils ne connaissent même pas mon existence. Mais par contre, cette vidéo est bel et bien sponsorisée par un site qui accompagne ma chaîne depuis des années maintenant. Vous le connaissez peut-être si vous me suivez. YourCDKey. Et si vous ne le connaissez pas, c'est justement le moment de le découvrir. Donc YourCDKey, c'est un site sur lequel vous allez trouver des clés de jeu, des clés software, et nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les clés Windows. On peut y trouver des clés Windows qui ont pour particularité d'être moins chères que sur le site officiel et chez les intégrateurs PC. Donc voilà, si un jour vous êtes en déj de clés Windows sur ce site, vous allez en trouver pour moins cher. C'est instantané en fonction du moyen de paiement que vous allez utiliser. Par exemple, si vous passez par Visa, PayPal, tout ça, tous ces trucs qui se font directement, vous allez recevoir votre clé directement. Et c'est là l'un des avantages par rapport à d'autres vendeurs sur d'autres sites qui certes vont vous les vendre peut-être moins cher, mais où vous les aurez peut-être pas directement, voire peut-être jamais pour certains. Ici voilà, une fois que vous voulez acheter votre clé, dans la petite barre de code promo en dessous, vous rentrez le code DDVIP, vous aurez donc 25% de réduction sur votre clé. Une fois que votre clé est achetée, vous avez qu'à aller dans votre User Center, vous ne recevez pas la clé par mail, vous chopez la clé, vous la rentrez dans Windows et le tour sera joué. Ça peut arriver que vous ayez un petit souci, une clé qui soit pas valide. À ce moment-là, faut pas paniquer, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, je vous rassure, il suffit tout simplement de vous adresser au petit live chat qui se trouve en bas à droite du site. Vous leur exposez votre problème, ils vous changeront la clé et le souci sera réglé. Un tout grand merci à YourCDKey de sponsoriser ma chaîne depuis si longtemps et maintenant on retourne au sujet principal. Maintenant ce qu'on va essayer de se faire, c'est de se créer une config qui soit efficace et pas chère. Pas forcément la moins chère possible parce que là sinon on va aller vraiment sur du composant très bas de gamme qui peut s'avérer défectueux, qui peut s'avérer moisi dans le temps, avoir des performances vraiment beaucoup trop basses par rapport à ce qu'on aimerait faire. Donc voilà. Ici, je vais vraiment essayer de me dire mon budget c'est 500, 600 € grand maximum pour quelque chose de correct qui me permette de jouer en 1080p. Donc là, on va commencer par le processeur. On va évidemment traiter par ordre de prix, comme ça on a les moins chers en premier. On va donc aller voir un processeur qui soit adapté à nos besoins déjà de gaming et qui ne soit pas trop vieux et trop useless non plus. Parce que certes, ici on a déjà un i5 2400S, je pense que c'est beaucoup trop vieux pour qu'on aille le chercher, non seulement en termes de performance, mais en plus parce que je doute qu'on trouve une carte mère adaptée. On va donc descendre un petit peu. Pour l'instant, voilà, i3 10100F. Pourquoi pas, mais c'est toujours d'ancienne génération et peut-être encore un petit peu trop bas en termes de performance, donc je préfère aller chercher quelque chose de plus costaud. Bon, on va se contenter de ça, un petit Ryzen 5 3600. Le refroidissement qui se trouve avec les Ryzen 5 est suffisant pour ça, donc on ne va pas aller en chercher un. On va prendre une carte mère, par contre, ça je pense que c'est un petit peu obligé. Et je pense que ici, on a clairement un des meilleurs choix pour ce prix-là, la B550A Pro de chez MSI. Et même si ici, on n'est pas à la recherche d'une carte mère ultra balèze pour faire de l'overclocking, on cherche quand même quelque chose qui est stable, fonctionnel. Donc voilà, je pense que partir sur celle-ci sera le mieux. Pour la RAM, on va mettre du 16 Go. 8 Go, c'est pas assez du tout. 32 Go, c'est trop pour le budget. Ici, on a du Corsair Vengeance LPX en 3200 MHz, casse 16. On part clairement là-dessus. Pour le stockage, on peut aller voir un petit 970. On va faire une config qui soit pas trop chère. Et là, mettre du 1 Tera, c'est passé de 30 TD à 60 €. Donc c'est quand même le double du prix. Je pense qu'on va partir sur du 500 Go pour l'instant. Et alors je viens de me rendre compte que le Pro que j'avais pris n'avait pas de ventirad avec, c'est la version qui était fournissante, donc j'ai pris celle avec. Donc là c'est good, mais par contre on a toujours un problème d'incompatibilité, oui et non, c'est juste que le BIOS de la carte mère n'est toujours pas à jour. Ça faudra bien faire attention quand vous l'achetez, ou vous l'achetez aussi, parce qu'il y en a qui sont déjà mis à jour par les vendeurs, il y en a qui ne sont pas mis à jour, donc ça il faudra bien faire attention. Pour la carte graphique, on n'a pas vraiment beaucoup de choix pour le coup. Si on va voir dans les prix les plus bas, on va avoir vraiment des bouses absolues, tout ce qui est ici en bas, on va même pas le regarder parce que ça sert absolument à rien. On va au minimum aller voir sur du RTX 3000 ou du RX 6000 parce que tout le reste c'est beaucoup trop vieux déjà. Alors attention, c'est certes toujours utilisable si vous avez ça dans votre PC actuellement,
mais si vous voulez vous faire un nouveau PC, ce serait vraiment bête d'acheter quelque chose qui a déjà cet âge-là. Et voilà, ça je l'avais fait lors d'un live, la Sapphire Pulse RX 6600. Là c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix, hein. Aussi bas, 200 € pour avoir une RX 6600 et en plus une Sapphire. Vous pouvez voir que si on remonte, on a toujours du 6500 XT, c'est en dessous, du 1630 c'est nul, 1650 c'est nul. Bon, c'est totalement le meilleur rapport qualité-prix, donc on va la prendre. Pour le boîtier, c'est le truc où on peut faire des concessions sans en faire trop non plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre le boîtier le plus cher parce que c'était le marque et tout, mais n'allez pas non plus me prendre du Zalman ou un boîtier complètement explosé qui a aucun airflow. Genre vraiment les trucs comme ça, on évite à tout prix. De 1, c'est full plastique dégueulasse. De 2, il n'y a aucun airflow là-dedans. Et de 3, c'est hyper moche. On a le MagForge qui est très bien, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et alors pour finir l'alimentation, on va partir sur du 500-550 watts, je dirais. C'est suffisant pour faire tourner une telle config. Certes, c'est pas du tout évolutif. Si un jour vous voulez changer la carte graphique ou un petit peu le tout, bah, c'est très contraignant d'avoir une alim aussi peu puissante. Mais le problème, c'est qu'avec un budget pareil, on ne sait pas prendre autre chose. Et là, j'ai une VGA de 500 watts pour 48 €, presque 49. Et on a un PC qui finit à 613 €. 613 €, on a un PC qui fait tourner des jeux en 1080p, pas en ultra, pas en 1440p. Mais donc voilà, 600 € pour quelque chose qui a moins de performance qu'une PlayStation 5, certes, qui offre beaucoup plus de possibilités. On va pas refaire le comparatif PC, PS5 ou console parce que voilà, on sait qui gagne à ce niveau-là. Par contre, en termes de puissance graphique, en termes de jeu, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X, elle lui roule complètement dessus. Ne demandez surtout pas à ce PC de faire tourner un jeu en 4K parce qu'il ne le fera pas. Du moins pas à plus de 5 FPS. Les amis, je tenais juste à vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire totalement gratuitement, facilement, juste en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en dessous là. C'est facile, c'est rapide et surtout c'est gratuit et moi ça me soutient énormément pour faire gonfler mon projet, pour faire grandir mon réseau et espérer un jour faire grandir mes projets grâce à vous. Donc clairement, c'est pas incroyable. En plus de ça, j'ai fait certains choix qui sont pas forcément optimisés. Regardez un petit peu. Si je vire le boîtier et cette carte mère là, parce que j'aurais pu économiser de l'argent en prenant une carte mère en micro ATX, en étant un petit peu moins capricieux, on va dire, sur la carte mère. On va rester dans des prix assez raisonnables. Une B450MA Pro Max, c'est pas mal du tout non plus. La seule chose, c'est qu'on aura de nouveau quelque chose qui n'est pas à jour. Donc déjà, on passe de pratiquement 120 € à 60, ça fait plaisir. Le prix devient un petit peu plus sympa. Et on n'a toujours pas de boîtier, donc on va aller en chercher un, mais en micro ATX cette fois, il y en a des beaucoup moins chers. Et clairement, l'une des meilleurs rêves rapport qualité-prix-performance pour ceci, c'est le Q300L de chez Cooler Master. On le prend et on se retrouve avec un PC qui coûte 550 €, soit cette fois-ci le prix d'une PlayStation 5. Mais évidemment, on n'a toujours pas les performances d'une PlayStation 5. On n'a rien changé au niveau perf, on a juste gagné un petit peu d'argent en réduisant le format. Et là, vous allez me dire, mais tu vois qu'il y a moyen de s'en tirer pour pas cher, que c'est quand même plutôt pas mal pour jouer, c'est plutôt bien. Et oui, complètement, je suis complètement d'accord. Sauf que moi, il y a un truc qui me dérange. Juste, regardez bien cette config, réfléchissez un petit peu et dites-moi s'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange. Ce n'est pratiquement que du vieux matos. Bon, vieux... ça date pas non plus d'il y a 10 ans. Mais pour une bonne partie du matériel, on a quand même quelques générations qui sont arrivées depuis. Le processeur, donc AMD Ryzen 5 3600, est de génération 3000. On est actuellement à la génération 7000. La carte mère est de génération B450. On est à la génération B650. Avant ça, il y a eu la 550. La 6600, depuis, il y a la 7600 qui est sortie, qui est pas incroyable, qui claque pas des fesses, mais on est à une génération supérieure. C'est du vieux matériel et ici, on ne veut pas conserver du vieux matériel, on veut acheter quelque chose qui est nouveau. Pas forcément le tout dernière génération, je dis pas qu'il faut obligatoirement à chaque fois aller vers les dernières générations, mais le problème avec ça en fait c'est que aujourd'hui quand une génération arrive on se dit ah c'est trop bien parce que du coup peut-être que les prix des générations précédentes vont baisser. La RX 6600 depuis que tout ce qui est pénurie et tout s'est terminé, le prix d'une 6600 c'est plus 300 ni 400 €, donc elle a bien baissé, mais parce que ça ne se vend plus. Et pourquoi ça ne se vend plus? Parce qu'avec le temps ça va devenir obsolète. Vous en achetez une maintenant alors qu'elle a déjà peut-être 2 ans. Pour les jeux qui vont sortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne servira plus à grand chose. Même maintenant pour les tout gros jeux, là elle sert à rien. Donc voilà ce qu'on va faire. On va dégager la carte graphique, le boîtier même s'il est vieux, on peut le garder, mais du coup on va virer le processeur et évidemment la carte mère. Imaginons maintenant qu'on repart sur la même base de config, on garde le reste et notre but c'est toujours d'avoir quelque chose qui tourne autour de 500-600 € qui permettent de jouer en 1080p en moyen voire élevé. Donc pour le processeur on va directement aller du côté des Ryzen 7000 et on va prendre celui d'entrée, le tout premier au niveau des prix, c'est celui qu'il nous faut. Celui-ci j'imagine que le refroidissement doit être fourni avec, à ce prix là j'espère. On va maintenant aller voir une carte mère. On est obligé directement de prendre du B650. Sinon après oui il y a les A620 mais personnellement je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça vaut donc je préfère pas me risquer de vous proposer ça. La MSI Pro B650M, ça doit faire le taf. Et on n'est pas au bout de nos surprises puisque je dis qu'on allait les conserver la même base de configuration, oui, sauf que du coup
On est passé en DDR5 pour la carte mère. On va dans les moins chers. Après, l'avantage, c'est que la DDR5 a bien baissé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici la Corsair Vengeance. 5200, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus la fréquence la plus pourrie. On va pas se risquer à prendre du 4800 parce que c'est nul. Et le cas, c'est pas incroyable, mais on va pas faire les difficiles. Le SSD, on va prendre exactement le même, il n'y a pas de raison. Pour la version 500Go, c'est bien, on n'a pas besoin de plus. Enfin, si on aurait besoin, mais on peut pas. Et alors, pour la carte graphique, j'ai soit le choix entre une 7600, soit une 4060. Le problème, c'est que la 4060, elle commence à 50 € de plus. Donc, on va se contenter d'une 7600. Pour le boîtier, j'ai dit que j'allais pas faire l'enquiquineur, donc on va rester sur le même s'il date un peu. Et pour l'alimentation, notre VGA ici fera toujours l'affaire puisque c'est suffisant pour alimenter ce PC. Donc mesdames et messieurs, notre config est prête et vous allez voir que certes on a quelque chose de plus moderne, on a quelque chose qui accueille de nouvelles technologies, quelque chose qui est dans l'air du temps, mais il y a un petit problème de prix. Juste parce qu'on a pris quelque chose de moderne, du matériel, de l'hardware actuel, on a pris plus de 300 € dans la gueule. Et attention, pour des performances qui sont assez supérieures, surtout au niveau du processeur, au niveau de la carte graphique, pas tellement que ça. Et vous voyez, ça, c'est un énorme problème. Surtout que de base, on est déjà sur une machine qui pulvérise pas des FPS non plus, hein, qui pulvérise pas les scores. Mais en plus de ça, si maintenant on veut quelque chose qui est moderne, pas un vieux truc qui sera obsolète dans 3 ans, bah on est obligé de se taper un prix qui atteint pratiquement les 1000 € en fait. Et certes, je le répète, c'est du matériel actuel, mais c'est du matériel entrée de gamme. Vous imaginez quand même qu'il faut payer 880 € pour avoir quelque chose de bas de gamme aujourd'hui? Et ça, c'est réellement le problème. Cette gamme-là, donc l'entrée de gamme est en train de prendre des prix vraiment abusés. Et en plus de ça, ce qui était vraiment le bas de gamme n'existe plus. Du moins, pas pour l'instant. Vous regardez la génération précédente, on a eu la 3050 et la 6500 XT. On a même eu des trucs en dessous, mais ça, on va pas en parler. Et déjà, ces deux-là, c'était vraiment pas glorieux en termes de rapport qualité-prix. Bon, la 6500 XT était pas très chère, mais je le dis et je le redis, c'était vraiment du caca. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui en ont dans leur PC, hein. Je veux pas vous enfoncer ou quoi que ce soit, mais voilà, je dis ce que je pense. Et là, pour le moment, on sait pas encore s'il y aura de 7500, on sait pas encore s'il y aura de 4050, s'il y aura vraiment des modèles très bas de gamme. Et même s'ils sortent, je doute que ce soit en dessous de 200 €, donc ça restera quand même très cher. Quand on voit qu'il y a une époque où la 1050 Ti ne coûtait pas 150 €, ça permettait de se faire des petits PC vraiment pas chers pour les plus jeunes, pour ceux qui ont vraiment pas d'argent. Parce que là, c'est très très triste à dire, mais pour certains travailleurs, 880 €, ça représente plus d'un mois de salaire. Et évidemment, il y a l'alternative de l'occasion, le marché de l'occasion. Mais ça, on va parler un petit peu plus tard. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur PC Part Picker et on va se faire une config justement qui est similaire aux performances qu'on pourrait avoir sur une PlayStation 5 ou une Xbox. Pour le processeur, une PlayStation 5, on va dire que l'équivalent, ce serait un 3700X. Il y a un refroidisseur qui est fourni avec. C'est pas incroyable, mais ça fera l'affaire. Pour la carte mère, on reprend la B450M à Pro Max, histoire de pas trop monter en chiffres, hein, qu'on reste en micro ATX. Pour la RAM, une PS5, ça dispose de 16 Go en GDDR6, donc on va mettre 16 Go. Pour le stockage, on est sur environ 850 Go sur la PlayStation 5. Même s'il est dit que c'est du 1 Tera, c'est du 850 Go. Donc pour le coup, on va reprendre le 970, mais cette fois-ci en 1 Tera pour respecter ça. Pour la carte graphique, certains ont fait des comparatifs et disent qu'une PlayStation 5 se place au niveau de la 3070, voire la 6700 XT de chez AMD. Ça commence à 510 €, sachant que le tout premier modèle ici, non. À la limite, Lino 3D avec Chill X3, pourquoi pas, mais voilà, ça reste toujours un petit chouïa cher. On va aller voir du côté de la 6700 XT, qu'on peut avoir ici en Sapphire Punch de nouveau pour 355 €, ce qui est vachement moins cher. Donc c'est celle qu'on va prendre. Pour le boîtier, toujours le même, hein. Ça après ce sera à vous de changer si vous aimez pas. Et alors cette fois-ci on va prendre quelque chose d'un chouïa plus costaud en termes d'alimentation. On va prendre du 650. Et là donc on va prendre la MSI Mag A650BN qui est une excellente alimentation pour son prix. 912 €, donc pratiquement 1000 € encore une fois. Et surtout c'est pas trop loin du prix de la config que j'ai fait juste avant. Sachant que sur la config d'avant on avait une carte graphique qui était plus bas de gamme, un processeur qui était plus bas de gamme, et on avait moins de stockage puisqu'on était à 500 Go et qu'ici on a 1 Tera. Donc c'est bizarre de se dire qu'on a pris du matériel qui est certes plus ancien mais plus puissant que la config précédente, hein, qui avait du matériel plus entrée de gamme, et que le prix est pratiquement le même. Bon bah surtout on a plus de 400 € qu'une PS5. Évidemment, encore une fois, je le rappelle, un PC n'est pas une PS5, faut pas toujours les comparer parce qu'en termes d'utilisation, un PC est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et pour ceux qui en douteraient, oui, une 6700 XT peut un petit peu faire de la 4K, oui, elle peut afficher des jeux en qualité peut-être pas ultra, mais moyen élevé dans cette résolution, et une PlayStation 5 n'envoie pas de la qualité similaire à l'ultra d'un PC. Genre vraiment la qualité max d'une PS5, c'est pas la qualité ultra d'un PC. D'assez équivalent qui peut également taper du 60 FPS. Pas du 120, mais je le rappelle aussi, la PlayStation ne fait pas non plus du 120 FPS. Et là j'en vois qui hurle, qui dit attends quoi, pardon, non, quoi, la PlayStation 5 ne fait pas du 4K 120 FPS. Mais attends, Sony, pourtant on dit que la... Est-ce que vous savez lire? Je veux pas être médisant, hein, je veux pas être mauvais, méchant, malhonnête, mais la PlayStation 5 est capable d'afficher de la 4K 120 Hz. J'ai moi-même ma PlayStation 5 ici que j'utilise
pour jouer à certaines exclus, à certains jeux que je n'ai pas sur PC, qui ne sont pas sortis sur PC. Et croyez-moi que je n'ai jamais fait tourner aucun jeu en 4K 120 FPS, et que certains vont me dire oui non mais c'est pas sur tous les jeux, c'est sur 2 ou 3 jeux, et même les jeux en question, je suis allé voir, ce n'est pas du 4K 120 FPS. C'est quand même BG, elle est plutôt belle. Hein. Bref, comme je l'ai dit, le but c'est pas d'être médisant, c'est pas de provoquer ou quoi, mais je veux juste bien insister là-dessus pour pas que certains croient que c'est ce qu'ils ont entre les mains, du 4K 120 FPS, et ne pas laisser croire ceux qui voudraient acheter une PlayStation 5 que c'est possible, parce que c'est pas possible. Je le dis, on a une configuration qui s'en rapproche beaucoup. On pourrait faire un tout petit peu baisser le prix en prenant une anime un petit peu moins élevée, parce que, comme je l'ai dit, moi j'aime pas prendre une anime qui est trop short non plus, mais bon, on gagnerait 20 euros, 30 euros. C'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus énorme sur un budget de 900 euros. Et là, on est de nouveau sur du vieux matos pour la plupart. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur du matériel de génération supérieure. On dégage donc le processeur. Je pense que si on prend un 13600 pour reproduire les performances d'une PlayStation 5, c'est déjà pas mal du tout. Donc, un petit 13600 KF. Là, CPU couleur, on va être obligé. On va pas prendre quelque chose d'énormissime, mais on va pas prendre quelque chose de trop naze non plus. C'est déjà un sacré budget pour un refroidissement qui est pas optimal non plus, mais qui est juste bien. La carte mère, on va prendre une Z, on aurait pu prendre une Z690, mais comme on l'a dit, on voulait être dans l'air du temps, qu'on voulait être fresh avec quelque chose de nouveau, du matériel nouveau, on va prendre une Z790. Et alors, avant de choisir l'alimentation, du coup, on va prendre la carte graphique. Et pour la carte graphique, ce qui se passe, c'est que si on veut faire du 4K 60 FPS minimum, et même pas beaucoup plus que 60 FPS, on va devoir prendre une 4070. La 4060 et la 4060 Ti sont vraiment pas folle du tout, donc ouais, ça pique très très fort. On va prendre la première parce qu'on n'a pas trop envie de monter en prix, et du coup pour l'alimentation on peut rester sur du 650, généralement c'est 600-650 qui est conseillé. Et donc mesdames et messieurs, je n'ai moi-même pas encore découvert le prix, je vais le faire avec vous. Ça va un petit peu cher la PlayStation 5 nouvelle génération quand même. Hein. La carte graphique, c'est très bien, hein. Bon, je suis vraiment pas le plus gros fan de la 4070, c'est juste con de se dire que pour 659 euros, on n'est pas capable de faire de la 4K à plus de 60 FPS. Et là, vous me direz, oui, mais c'est une 70, c'est pas une 80, c'est pas une 90, oui, d'accord. Mais pourquoi elle coûte pas 400 euros alors? Il y a un peu plus de 6 ans maintenant, j'avais acheté une 1070, au prix fort, je l'avais acheté neuve, elle m'avait coûté moins de 400 euros. Et donc, certes, une 1070, ça n'a pas les performances d'une 4070, hein, il y a quand même un certain gap qui a été franchi entre les deux, mais même c'est la gamme qui nous intéresse, c'est pas les performances en plus. Parce que le problème avec l'évolution des prix dans cette direction-là, ça veut dire que dans 10 ans, une carte de gamme 70, ça pourra coûter 1000 euros. Donc oui, c'est vraiment un énorme problème, c'est vraiment compliqué. Et le but de cette vidéo, c'est clairement de vous sensibiliser par rapport à ça, parce que, il y a encore moyen de le faire, comme on l'a vu, des PC à des prix plus ou moins raisonnable. Dire qu'aujourd'hui, il faut absolument se faire un PC à 2000 euros, c'est pas vrai, mais vous en aurez... pas pour votre argent. Si vous mettez 500 euros, vous aurez un PC qui fonctionne, mais pas aussi bien que ça devrait l'être. Donc à ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, si vous voulez absolument du neuf, la principale solution, ça va être d'aller voir sur les générations précédentes comme on l'a fait. Sachant qu'en fonction des générations, vous ne trouviez pas forcément tous les composants nécessaires. Bon, de la RAM, du stockage, de la ligne, tout ça il y aura. Parfois les cartes mères ça peut devenir compliqué, mais pour l'instant il y en a hein, du stock de RX 6000, de RTX 3000, des processeurs d'ancienne génération, il y en a. Mais viendra un jour où il n'y en aura plus tellement, voire plus du tout. Parce que justement, les gens qui ne veulent pas prendre les générations actuelles vont liquider les stocks d'avant. Et il va y avoir toujours un roulement comme ça qui va se faire. Même si, certes, les ventes dans l'hardware aujourd'hui, c'est plus comme il y a 2-3 ans. Les ventes hardware sont moins violentes qu'avant, surtout dans le marché dans lequel on est, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est une majorité à se faire notre espèce de PC un petit peu DIY. Non, le nombre de PC déjà tout fait vendus est vachement plus élevé. Et ça, l'information, je n'ai pas été la chercher, je ne sais où. Demandez à n'importe quelle marque qui intègre des composants dans les PC grand public comme ça, tels que Intel, tels que AMD, tels que Nvidia, principalement ces trois-là, ou même tous les fabricants très basiques tels que Micron, tels que Samsung ou quoi pour le stockage, pour la RAM. On se rend pas compte, mais la différence de marché entre ceux qui achètent le PC déjà tout fait et nous, elle est stratosphérique, c'est vachement plus élevé chez eux. Et l'un dans l'autre, ça fait que les générations qui sont actuellement en train de sortir et celles d'avant, ça se vend toujours, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années, ce qui fait qu'on pourra retrouver du stock encore pour un petit moment, je pense. Mais du coup, ouais, l'idée pour pas payer plein pot, c'est de liquider ses stocks. Quand il n'y en aura plus, ou si c'est toujours un petit peu trop cher, on va dans le marché de l'occasion. Alors là, moi je suis pas contre, mais je pense qu'il faut faire vraiment très très attention. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose en occasion de personne, et je pense que je ne vous apprends rien, vous n'avez pas forcément de garantie, vous n'avez pas d'assurance, quelque chose qui vous sécurise par rapport à votre achat. Il faut très bien qu'au bout d'un moment, le truc soit défectueux parce que la personne l'avait déjà constaté, ou ne l'avait pas constaté, mais il l'a vraiment trop utilisé ou quoi, et voilà, il est au bout de sa vie. Vous pouvez très bien acheter un composant, acheter une carte graphique.
Si vous la testez pas sur place, si la personne ne vous la fait pas tester, comment vous pouvez savoir qu'elle est fonctionnelle? Surtout si vous l'achetez à distance, qui vous l'envoie et que c'est des trucs pas très sécurisés comme Le Bon Coin ou comme Deuxième Main pour les Belges. Donc vous voyez, le marché d'occasion c'est quelque chose de cool parce que vous allez pouvoir y trouver des produits très sympas, parfois en très bon état pour pas forcément trop cher, mais il y a quand même des risques. Donc ça, je dirais, allez-y, mais faites quand même très attention. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous tente qu'un jour on fasse une vidéo vraiment sur le marché de l'occasion, qu'on aille voir sur quel site c'est safe, qu'on fasse même des tests, qu'on aille acheter chez des gens. Mais dans les deux cas, c'est deux possibilités, que ce soit de passer sur des générations précédentes, enfin d'acheter entre guillemets du matériel neuf, mais de génération précédente, ou l'occasion. C'est une solution certes un petit peu chiante parce que parfois on a envie d'avoir quelque chose de neuf, de nouvelle génération, mais en faisant ça on participe un petit peu justement à la montée de ses prix. Et malgré qu'il y ait certaines marques qui fassent de leur mieux, il y en a d'autres qui augmentent les prix un petit peu parce qu'ils ont envie, parce qu'ils font du marketing, parce qu'ils font du commerce, ils ont envie de vous vendre des choses en s'en foutant un petit peu de ce que vous savez payer ou non. Vraiment ils s'en foutent. Les marques sont pas là pour être sympas avec vous les cocos. De toute façon je suis pas en train de dire que vous devez vous priver d'acheter un PC, je dis vraiment pas ça. Mais plutôt que pour le coup, il faudra favoriser le marché de l'occasion ou alors ce marché des composants un petit peu plus anciens. Et alors oui, ça m'arrive encore de présenter parfois des produits assez récents. Généralement, c'est parce qu'ils ont quelque chose en plus, parce qu'il y a une innovation, mais je vais rarement aller prendre un produit qui est le même que la génération précédente, mais juste qui est la génération au-dessus pour vous dire celui-ci en fait il est encore mieux qu'avant donc vous pouvez l'acheter. J'ai arrêté de faire ça il y a longtemps, que ce soit pour les périphériques, que ce soit pour les composants. Les 4000 en vérité j'en ai pas présenté une seule, si ce n'est la 4090 où j'ai mis une balayette géante à Nvidia. Et entre temps je n'ai pas présenté la 4080, je n'ai pas présenté la 4070, je n'ai pas présenté la 4070 Ti, ni la 4060, ni la 4060 Ti, ni rien en fait. Les seules cartes graphiques pour lesquelles je serais ok de parler pour l'instant, c'est celles d'AMD qui certes sont un petit peu compliquées en termes de sortie, de driver, de ligne de sortie. Enfin, je sais pas trop comment ils ont prévu leur roadmap, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, je suis vachement moins opposé à ce que font AMD pour l'instant qu'NVIDIA. Et Intel, dans le segment de la carte graphique, ils se lancent et ils arrêtent pas d'optimiser ce qu'ils font. Donc, c'est bon pour l'avenir, c'est bon pour nous. J'ai arrêté de présenter chaque produit qui sort directement parce que c'est nouveau. Je le fais parfois pour certains produits que je trouve cool, un boîtier, un clavier, une souris, un écran, mais qui propose quelque chose. Pas juste, ok, il y avait la version 2021, maintenant on vous propose la version 2022. Ça, c'est finito, et je pense que même pour les acheteurs, ça devrait être finito. Faut arrêter d'acheter comme ça tout le temps, parce que ça défonce complètement le marché et ça laisse la porte ouverte à des prix dégueulasses. Ça sert plus à rien maintenant d'acheter à chaque fois les nouvelles générations, parce que les écarts ne sont pas si énormes, parce que les prix sont monstrueux, et parce que si je le faisais à chaque fois, j'aiderais pas du tout l'industrie à mieux se porter pour le consommateur. Bref, en tout cas, c'était mon point de vue sur la situation. C'est d'une part une sorte de petit coup de gueule, mais c'est aussi un petit peu de prévention, quelques alternatives pour vous, pour ne pas toujours foncer vers le plus nouveau, le plus récent, le plus novateur, alors qu'au final, c'est pas du tout novateur, c'est pas nouveau. Après, je ne suis pas votre père, vos choix, vous les faites par vous-même, mais voilà, si je peux tenter d'exposer ma vision et de donner quelques petits conseils pour espérer que les choses se portent mieux un jour, je le fais avec plaisir. Mais donc voilà, j'attends dans les commentaires votre vision de la chose, ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à vous abonner à mon autre chaîne YouTube où je propose des bons plans, des reviews et des recommandations, toujours dans l'hardware et la tech. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.